Comme 2 à 4 millions de femmes en France et 180 millions à travers le monde, je suis atteinte d'une maladie incurable, exclusivement féminine, puisque liée aux règles. Comme les autres malades, j'ai dû attendre plusieurs années avant que mes douleurs de règles, on les appelle ainsi, soient prises au sérieux. Lorsqu'enfin un diagnostic a mis un nom sur ce mal, ce fut presque un soulagement. Je n'étais pas douillette, j'étais malade. Comme tant d'autres femmes, faute d'informations, je m'en suis remise les yeux fermés aux médecins qui me suivaient. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, je vis normalement. Je ne suis pas guérie puisqu'on ne guérit pas cette maladie, mais elle n'est plus pour moi un handicap. Sans doute parce que je fais partie des femmes les moins sévèrement atteintes. Car chaque malade est touché de manière différente. Les douleurs peuvent être extrêmement invalidantes, comme il peut n'y avoir aucun symptôme. Un mystère en somme, mais une réalité souvent difficile à vivre pour les femmes atteintes d'endométriose. C'est dans leur monde que je vous emmène. Un monde trop méconnu, dans lequel vit pourtant plus d'une femme sur 10. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours, Sunita ? Est-ce que tu peux me dire à quel âge tu as commencé à avoir des douleurs de règles ? J'ai commencé à souffrir de mes règles justement vers 16-17 ans, où là j'ai eu une crise vraiment très violente, où je ne pouvais pas bouger. Enfin, j'essayais de trouver même des positions pour me soulager, que ce soit en position fétale, m'étirer, c'était pas possible. Ma plus grosse crise, c'était vers l'âge de 20 ans, où elle a duré 3 jours. Où là j'ai fini en pleurs et j'ai fini aux urgences parce que j'avais vraiment cette douleur qui montait de plus en plus chaque jour en fait. Et physiquement, ça ressemblait à quoi cette douleur ? Ça ressemblait en fait à des coups de couteau, des coups de clous, j'avais l'impression qu'on m'écartelait mon organe génital et c'était juste insoutenable parce que en fait, j'avais l'impression qu'en plus de mon organe, on me tirait dans le dos en fait. Suite à ces douleurs de règles, tu allais consulter un gynécologue, comment ça s'est passé ? Oui, j'ai consulté 3 gynécos pour mes règles douloureuses. Je me suis pas sentie forcément écoutée par les gynécos quand je leur ai décrit mes douleurs, surtout par la deuxième, qui m'a prise pour une folle et qui m'a dit très grossièrement que j'étais une menteuse et que c'était dans ma tête et c'était tout à fait normal d'avoir un mal, que j'exagérais un petit peu. Je me suis dit, si c'est comme ça, c'est que vraiment ça doit être dans ma tête et c'est que je deviens de plus en plus sensible à mes règles en fait. C'est presque par hasard, en lisant quelques lignes dans un magazine féminin, que Sunita a finalement frappé à la bonne porte. Car rares sont les médecins, même gynécologues, qui se sont spécialisés dans cette maladie. À l'hôpital Tenon, le docteur Chrysoula Zakharopoulou a dédié son quotidien aux femmes atteintes d'endométriose. Bonjour. Je vais vous examiner D'accord. et après je vais vous expliquer. D'accord. D'accord, ça explique le fait que... Il aura fallu plusieurs années à Sunita avant de trouver le bon interlocuteur. Sa rencontre avec le docteur Zakharopoulou a mis fin à une longue errance médicale. Sunita a pu ainsi obtenir un diagnostic et des explications sur la maladie qui la ronge depuis si longtemps. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10 à un âge de procréer, très complexe et méconnu. Complexe parce qu'on peut avoir de différentes formes, elle peut toucher de différents organes, elle peut se manifester différemment d'une femme à l'autre. Donc d'un point de vue médical, qu'est-ce que c'est l'endométriose ? L'endométriose est caractérisée par la présence des cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. L'endomètre désigne les cellules qui tapissent la paroi interne de l'utérus. Elles se développent lors du cycle menstruel pour accueillir un embryon en cas de fécondation. S'il n'y a pas fécondation, ces cellules vont être éliminées par le vagin. Ce sont les règles. Lors des règles, chez toutes les femmes, des cellules de l'endomètre remontent aussi à travers les trompes
et se propagent à l'extérieur de l'utérus. Mais le système immunitaire les détruit. Pourtant, chez certaines femmes, pour des raisons inconnues, ce n'est pas le cas, et ces cellules se greffent sur des régions où elles ne devraient pas se trouver. Elles deviennent alors des cellules d'endométriose. À chaque cycle menstruel, elles épaississent et saignent comme l'endomètre. Ne pouvant être évacuées par le vagin, ces saignements dans d'autres endroits du corps s'accumulent et créent des kystes sur les ovaires, des adhérences entre les organes ou des lésions à la surface des tissus de l'abdomen. L'errance médicale que Sunita a pu connaître est le lot de la plupart des femmes atteintes d'endométriose. Les malades attendent en effet entre 7 à 10 ans avant qu'un diagnostic ne soit posé. Quelles raisons expliquent un tel délai? C'est auprès du docteur Petit, radiologue à l'hôpital Saint-Joseph, que je vais chercher des réponses. Pourquoi le diagnostic est si long? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on occulte la notion de la douleur chez la femme, notamment pendant les règles. Et donc elle n'est pas comprise, donc souvent elle finit par considérer que c'est normal. Donc évidemment elle ne consulte pas suffisamment tôt. Et puis ensuite il y a le versant médical de la chose, c'est-à-dire l'insuffisance totale de sensibilité à cette maladie. La plupart des médecins ne savent pas, savent vaguement ce que ça peut être, mais n'ont aucune idée de la complexité de la présentation de cette maladie, des tenants et aboutissants, des modes diagnostiques, de traitement, parce que ça n'est pas enseigné, tout simplement. Donc les médecins consultés, le plus souvent, négligent cette plainte, c'est-à-dire au premier chef des règles douloureuses. Il existe pourtant un moyen efficace de diagnostiquer une endométriose. L'échographie endovaginale. Oui, c'est comme un examen gynécologique, ça c'est sûr. C'est parfait. Comme ça, on peut commencer l'examen. Alors, on y va doucement, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Ça va pour l'instant ? Normalement, ça ne doit pas faire mal. Si c'est douloureux, il faut me le dire à chaque fois, d'accord ? Voilà, on y va tout doucement. Quand j'appuierai un peu plus fort dans certains endroits, vous me le direz. Je vous préviendrai. Pour l'instant, je fais l'examen de routine habituel. Voilà. Alors, l'ovaire droit, il est porteur de ce qu'on appelle un kyste du corps jaune. Ça, vous avez une ovulation, parce que vous êtes réglé à peu près tous les mois, non ? Actuellement, sans pilule, rien. Donc, voilà. Donc, vous avez des ovulations, comme toutes les femmes. Par contre, ce qui est intéressant de repérer sur l'ovaire gauche et en périphérie de l'ovaire gauche, je vais vous le montrer avec des petites flèches. Là, une petite flèche, c'est tous ces petits points blancs. Vous voyez ces petits points blancs là ? Ça, c'est en périphérie de l'ovaire. Et ça témoigne d'une endométriose. Donc il y en a un peu. Ce qui explique vos douleurs. D'accord. Alors cette endométriose qui est là millimétrique, c'est des petits points qui font 1 à 2 mm, s'appelle l'endométriose superficielle. Parce que vous avez les règles, la muqueuse de l'utérus, elle saigne à l'extérieur de l'utérus. Ça remonte, les cellules remontent par les trompes, vont dans le ventre et ça saigne là où ça ne devrait pas. D'accord ? Parce que ça ne sort pas seulement par le vagin, mais ça sort aussi par les trompes. Et ça, c'est générateur de douleurs chroniques. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'endométriose profonde, c'est-à-dire l'envahissement des structures musculaires qui sont autour de l'utérus. Ça peut être la paroi de la vessie, ça peut être le rectum, et c'est d'abord au premier chef les ligaments qui attachent l'utérus au sacrum. Mais il y en a très peu, c'est faiblement concerné, mais cela dit, ça commence à attirer l'ovaire qui est plaqué contre l'utérus, donc parce que c'est une maladie qui crée des adhérences endométriose. Et alors, si j'appuie un peu fort, vous faites la grimace parce que ça fait mal. Mais c'est insoutenable en plus. Ben ouais, je sais bien. Donc je ne vais pas le faire 36 fois, ne vous inquiétez pas, mais c'est comme ça qu'on repère l'endométriose, c'est comme ça qu'on apprend à la voir. Bon, vous avez une endométriose classique, modérée, ça va aller, c'est pas grave. Voilà. Merci. Lorsqu'un nom est enfin posé sur la maladie, c'est un nouveau parcours qui débute. Un parcours souvent sinueux, car les malades manquent d'informations, de soutien et d'écoute. Pour faire face à ce vide, des femmes se sont alors mobilisées et ont créé des associations.
Aujourd'hui, l'une d'entre elles, Lily H, organise un groupe de parole réunissant des patientes et des médecins de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. L'occasion pour les malades de s'exprimer et de partager leurs questionnements avec le corps médical. L'endométriose est une maladie gynécologique grave et douloureuse, sans traitement radical à ce jour. Parce que les idées reçues empêchent la reconnaissance de cette maladie, des millions de femmes ne peuvent pas avoir une vie tout simplement normale. Elles souffrent en silence. Souvent, j'ai eu mal à en mourir. Je me suis tellement sentie jugée. Les gens qui vous disent, toi, t'as tout le temps quelque chose, tu te plains tout le temps, t'as toujours mal. Et parce que c'est abstrait. La nana qui souffre appuyée contre le mur et les deux personnes qui la regardent, c'est vrai. On pourrait voir aussi si certaines femmes ne parlent pas du tout ou très peu de l'endométriose, un peu par choix ou par crainte de ne pas être comprises. Les gens, ils disent ah non, là, c'est une maladie gynécologique, j'ai même pas envie d'en parler et d'y penser. Et très souvent, par exemple, avec mon père, qui est d'une génération, on parlait pas encore, et il comprend ma souffrance, mais il veut pas du tout avoir d'explication. Je parle contre un mur très souvent, et très souvent, j'abandonne, je dis bon, c'est pas grave, on verra un autre jour. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de cause clairement définie. Parce qu'il y a ça aussi, bon, t'es malade, mais pourquoi ? Je sais pas. Belle question. C'est ça. Belle question. Donc du coup, voilà, le fait qu'effectivement, c'est pas forcément reconnu par tous les médecins, qu'il n'y ait pas de cause connue, qu'on n'en guérit pas, ça fait tellement de choses avec des points d'interrogation pour les gens qui connaissent pas que du coup, c'est nébuleux, quoi. Et c'est compliqué de communiquer autour de ça quand on n'a pas les réponses nous-mêmes. Donc comment essayer de communiquer là-dessus à ceux qui sont pas touchés personnellement. Ils comprennent pas qu'au des fois on peut pas travailler, qu'on peut pas conduire à cause des traitements. Et moi j'en ai beaucoup qui disent que c'est dans ma tête. Malheureusement, on n'a pas toujours toutes les réponses, on n'a pas toutes les clés. Et on peut se sentir assez vite déstabilisé parce qu'on a, je crois, tous ce besoin de prouver que oui, on est malade. Si c'est vrai, croyez-moi, je vous assure. Et c'est pas croyez-moi, c'est écoutez, entendez. C'est assez compliqué quand on a mal de pas être sur la défensive, quand ça fait des années qu'on a mal sans être compris, sans même savoir ce qu'on a. Le jour où on sait ce qu'on a, essayer de l'expliquer de façon sereine, sans être agressif. Moi, je sais que c'est la difficulté que j'ai. Quand on suit des traitements hormonaux assez lourds, et là, c'est clairement, on le sent, quoi. Ce sont les hormones qui parlent. Moi, j'ai joué un dédoublement vraiment de personnalité où je contrôlais plus rien et je me détestais. Oui. Et c'est frustrant. Il ne faut pas rester aux prises avec une sensation de se détester. C'est pas possible. Il faut au moins pouvoir, l'exprimer, en faire quelque chose. Et puis ne pas rester avec la sensation de détester son corps. Mais surtout, continuer à être une femme et se sentir femme pour justement ne pas être que définie par la maladie. Et puis arriver à se sauter une fois pour toutes de la tête cette idée qu'on est folle, que ça se passe dans nos têtes. C'est chacune de nous qui pouvons, par ce discours, changer ces choses et faire qu'en parlant avec les gens petit à petit de l'endométriose, ils vont avoir votre son de cloche et puis le son de cloche de quelqu'un d'autre et puis de quelqu'un d'autre et petit à petit, ensemble, on sera plus forte. Ça, c'est évident. Cette dynamique, créée par les associations, a donné naissance aux Endo-Girls. Leur but, lutter contre le silence qui entoure cette maladie taboue. C'est ainsi qu'en 2014, à Paris comme dans une cinquantaine de villes dans le monde,
a eu lieu la première marche mondiale contre l'endométriose. Aujourd'hui, c'est juste l'étincelle, c'est juste le premier pas. Et tout le combat, c'est maintenant et on va avoir besoin de vous toutes encore. Je suis gynécologue, chirurgienne, je m'occupe d'endométriose à l'hôpital Tenon. Et je suis très proche à vous parce que je passe mes journées avec vous. Vous n'êtes pas folle. Vous êtes pas folle. Je pense qu'il faut continuer à lutter parce que c'est un chemin qu'on fait ensemble. On n'est pas des ennemis, on est ensemble, médecins et patients, pour un objectif, l'amélioration de votre qualité de vie. Merci. Les répercussions de cette première manifestation ont suscité beaucoup d'espoir en France. La ténacité du docteur Zakharopoulou et des associations les a conduites dans le bureau de Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque ministre des Droits des Femmes. Je veux dire aux malades et à leurs proches que nous les avons entendus et qu'avec l'appui de toutes les associations concernées, nous sommes déterminés à mettre en œuvre dans un futur proche des actions de sensibilisation, d'information pour faire progresser la connaissance et la reconnaissance de l'endométriose. La volonté politique de briser le silence est bel et bien là. Mais le travail pour y parvenir risque d'être long. Car dans les faits, la société comme une partie du monde médical ignore encore ne serait-ce que l'existence du mot endométriose. Comment comprendre ce désintérêt alors que la maladie a été découverte il y a plus de 150 ans ? L'endométriose a en effet été décrite pour la première fois, en 1860, par le docteur Rokitansky, médecin pathologiste tchèque. 40 ans plus tard, sont découverts les kystes ovariens, appelés endométriomes. Puis, en 1927, le docteur Samson apporte la théorie du reflux sanguin par les trompes. Mais depuis, aucune avancée majeure. Cette maladie de femme a donc été délaissée pendant presque un siècle. C'est sans doute pourquoi, aujourd'hui encore, il n'existe aucun traitement permettant de guérir définitivement une endométriose. Pour tenter de supprimer les symptômes, 2 types de thérapies sont traditionnellement proposés. Le déclenchement d'une ménopause artificielle ou la prise d'un contraceptif en continu qui permettent de stopper les règles. L'absence de règles est censée entraîner l'arrêt des douleurs. Ce traitement qui agit sur les hormones présente l'inconvénient d'empêcher toute grossesse et peut avoir des effets secondaires importants. La chirurgie peut être proposée au cas par cas, selon le degré de douleur ou si la patiente a un désir d'enfant. L'intervention consiste à retirer les kystes, les adhérences, les lésions d'endométriose, mais n'empêche pas la récidive. Cette chirurgie de l'endométriose nécessite souvent l'intervention de plusieurs spécialistes, car la maladie peut, avec le temps, faire des dégâts un peu partout dans l'abdomen. C'est le cas aujourd'hui à l'hôpital Saint-Joseph. Un chirurgien gynécologue et un chirurgien digestif travaillent de concert pour retirer à la fois des kystes sur les ovaires et de profondes atteintes à l'intestin et au rectum. L'endométriose a agi comme de la colle entre les organes, rendant leur travail difficile. Oh, ça c'est pas bon ça par contre. Un grand kyste. C'est le kyste de l'autre côté, hein. T'as vu ? Ouais. Donc on dit kyste ovarien gauche. Oui. D'accord. Merci. Tiens, on peut avoir une compresse non tissée ? Quand les atteintes sont trop profondes, les chirurgiens sont contraints de retirer des organes. Informés de ces possibles séquelles, certaines patientes doivent alors accepter l'idée qu'on leur enlève l'utérus, un ovaire ou les deux, ou encore une partie de l'intestin, de la vessie, du vagin. Donc on va libérer ça, là. Il a une maladie très développée quand même. Hein. Très développée, très étendue. Hein. Oui. Un petit truc saignon, j'ai à gauche. Je le vois là, en haut là, on le voit. Ouais.
Normalement, chez quelqu'un qui n'a pas d'endométriose, ces deux organes ne sont pas collés l'un à l'autre. Hein. Il faut les décoller et puis enlever toute la partie malade de chaque tissu et de chaque organe. Voilà. C'est temps, il est vraiment important d'enlever toutes les lésions, hein, faute de quoi l'amélioration risque d'être imparfaite et la récidive quasi inévitable. Hein. Malgré les traitements hormonaux ou chirurgicaux, les douleurs peuvent quand même persister. Les malades doivent à nouveau chercher des solutions. Mais vers qui se tourner ? À l'hôpital Saint-Joseph, un médecin spécialiste de la douleur tente de soulager leurs symptômes grâce à des traitements auxquels on ne s'attend pas. Elle est située où, cette endométriose? Alors, elle était située vaginale et recto-vaginale. La patiente de ce matin consulte pour des douleurs résiduelles, douleurs qu'une lourde opération n'a pas enrayées. Ce qui vous fait mal au point de départ, c'est un nerf qui est irrité. De ce point de départ, ça va engendrer localement une immobilité du tissu. À savoir que le nerf innerve un tissu et que ce tissu va s'immobiliser parce que ce nerf est douloureux. Mais un tissu qui s'immobilise, c'est un tissu qui devient douloureux lui-même. Donc double source de douleur. D'accord. En premier lieu, on va essayer de calmer le nerf, l'allumette, si vous voulez, de l'incendie, et ce que ça entraînait derrière, c'est l'immobilité tissulaire. D'accord. Alors, sur le plan thérapeutique, en fait, on a deux familles thérapeutiques pour ces douleurs du nerf. Donc, les morphines, ça ne marche pas. Pour les douleurs du nerf, sont efficaces en traitement de fond les antiépileptiques et certains antidépresseurs à visée antalgique. En l'occurrence, c'est plutôt les antiépileptiques que je vais vous proposer dans un premier temps. Je fais juste un laïus sur les antidépresseurs. Tous les antidépresseurs ne sont pas antalgiques. Seuls certains le sont pour des raisons pharmacologiques qui boostent une voie de contrôle de la douleur, indépendante de la voie des émotions. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas celui que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vous propose plutôt les antiépileptiques qui vont avoir un rôle sur les terminaisons nerveuses, sur les nerfs en règle générale. Comme dans la sciatique, c'est le même mécanisme. Sur l'immobilité tissulaire, on va plutôt essayer de mettre en place des choses non médicamenteuses. Ostéopathie. Le sport est hyper important pour relancer la dynamique corporelle. Et puis, on a d'autres axes, comme l'acupuncture, la mésothérapie, ce genre de choses. Très bien. OK ? Le bon traitement, c'est celui qui va vous donner zéro effet indésirable, et je pèse mes mots, zéro effet indésirable et un maximum d'effets désirables. C'est pas forcément 100%. OK ? D'accord. La douleur n'est pas le seul symptôme de l'endométriose. La maladie peut aussi engendrer des problèmes de fertilité. Ce fut mon cas. Les douleurs se sont réveillées lorsque j'ai cessé de prendre la pilule. C'est à ce moment-là que la maladie m'a été diagnostiquée. J'ai été orientée vers un chirurgien non spécialisé. L'opération a eu lieu, mais des lésions sont restées et toujours pas de grossesse. Je me suis donc retrouvée dans le service de procréation médicalement assistée de l'hôpital Tenon. Quelques mois plus tard, naissait notre premier enfant. Aujourd'hui, je retourne à Tenon pour mesurer le rôle que peut jouer la maladie sur la fertilité. L'endométriose est la première cause d'infertilité avec environ 30 à 50% de femmes atteintes d'endométriose qui présentent ce type de problème. Très souvent, le diagnostic est posé pendant le parcours d'une procréation médicalement assistée. Jusqu'à ce moment précis, la femme, peut-être parce qu'elle ne présente pas de douleur, elle ne connaît pas qu'elle est atteinte d'endométriose. On sait que l'endométriose provoque un état inflammatoire et un changement d'environnement anatomique et biologique dans l'abdomen de la femme. C'est pourquoi la fertilité s'en trouve fragilisée. Plusieurs scénarios sont possibles. Des kystes sur les ovaires peuvent freiner le développement des ovocytes ou en diminuer la qualité. Des fragments d'endométriose peuvent déformer les trompes
ou les accoler à d'autres organes, empêchant ainsi la rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes. Des lésions à l'intérieur même de l'utérus risquent de perturber l'implantation de l'embryon. L'endométriose est la principale cause d'infertilité en France. Les femmes atteintes représentent la moitié des patientes suivies en procréation médicalement assistée. Leur prise en charge en PMA coûte donc des millions d'euros chaque année à la sécurité sociale. Plus important encore en termes financiers, les arrêts de travail engendrés par la maladie. En 2012, une étude a établi que l'endométriose coûterait 30 milliards d'euros par an au sein de l'Union européenne du simple fait des arrêts de travail. Les conséquences financières sont donc énormes, mais les répercussions sur la vie des femmes, sur leur vie professionnelle et sur leur couple sont, elles, incommensurables. Dans les premières années où j'exerçais en librairie, j'ai pas eu de mal à concilier mon travail et la maladie parce que je prenais énormément d'antidouleurs pour tenir le coup. Donc personne ne savait que j'avais mal. Jusqu'en 2010 où la situation s'est vraiment détériorée, les douleurs sont devenues plus importantes, j'ai commencé à manquer le travail. C'était très très mal ressenti par mes collègues qui pensaient que je faisais exprès pour ne pas venir, que j'étais douillette, que je m'écoutais trop. Par ma direction également. À la suite de mon licenciement, j'ai été reconnue travailleuse handicapée. Très vite, j'ai retrouvé un autre poste qui lui était adapté. Malheureusement, les douleurs se sont encore aggravées. C'était des douleurs gastriques permanentes, des ennuis gastriques qui m'obligeaient à quitter mon poste toutes les demi-heures pour me rendre aux toilettes. J'ai donc été licenciée à l'issue de ma période d'essai. C'était le 3e emploi que je perdais en moins de 5 mois. Au départ, ça a été très dur psychologiquement de se sentir inutile à la société, exclu. On perd toute estime de soi. Mais très vite, j'ai réussi à rebondir. J'en ai profité pour réaliser un rêve d'enfance qui était d'écrire. Et dans l'année, directement, plusieurs de mes textes ont été publiés chez différents éditeurs. Donc ça, c'est un point positif qui m'a permis de retrouver un petit peu d'estime de moi, de joie de vivre. Et même quand je suis pas bien, écrire, ça c'est quelque chose que je peux faire, même depuis mon lit, allongé, avec de la codéine dans la tête. C'est gérable. Lorsqu'on s'est mis en couple, c'était en 2013. Donc au moment où sa maladie est revenue, où ses douleurs ont repris le pas sur sa vie quotidienne et où elle a recommencé à prendre des médicaments, j'avais plus du tout la même femme. Entre une espèce de gazelle sautillante qui allait partout, qui sortait tout le temps, et la personnalité malade, pas plaintive, mais malade quand même, que j'ai eu plus tard. On s'est séparés pendant quasiment 3 mois. Et ça m'a été bien utile, parce que du coup, j'ai un peu réfléchi là-dessus et sur la maladie. Et du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis renseigné sur l'endométriose, que j'ai recherché, que ce soit dans des livres, sur Internet ou auprès de Johanna. Puis quand t'as insisté pour qu'on se remette ensemble, c'était aussi en connaissance de cause. Je t'ai dit, mais tu sais que ça va peut-être durer pour la vie. Voilà. Qu'on aura des périodes où ce sera tout le temps difficile. Et des fois, ça ira bien. Des fois, ça ira plus du tout. Est-ce que tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un de malade? Réfléchis bien à ça avant de me dire, on redémarre ensemble. Du coup, on est allé voir certains médecins ensemble. Donc le gynécologue, par exemple, on est allé voir un. On l'a vu à 2. Donc il n'était plus face à une malade, mais face à un couple dont une malade. Il y a des livres que j'ai achetés, en plus que j'ai partagés, par exemple, avec ma famille, qui nous soutient énormément. Finalement, la maladie a été un gros mal pendant 3 mois, pour beaucoup de bien. Ça nous a renforcés, ouais. Je pense qu'on ne serait pas aussi unis si on n'avait pas traversé autant d'épreuves. Après, au niveau notamment des enfants, on en a déjà parlé. C'est difficile de penser aux enfants parce que déjà on ne sait pas si ça va marcher. Mais
Pour moi, la PMA, je n'y pense pas parce que j'ai vu tellement de femmes souffrir. Je n'aurais pas le cran, je ne veux pas m'imposer ça. Et il y a quelque chose qui me fait très peur aussi, c'est me dire que si j'ai une petite fille, je risque de lui transmettre cette maladie. Je ne me le pardonnerai jamais. Je veux pas que mon enfant vive l'enfer que j'ai vécu parce que clairement, c'est pas une vie. Johanna et Rémi craignent de donner naissance à une petite fille porteuse de la maladie. Avant de les rencontrer, je ne m'étais jamais posé la question de l'hérédité. Je me rends alors à Oxford, au laboratoire du professeur Krina Zondervan, spécialiste en génétique. Nous savons par plusieurs études, notamment une étude islandaise, que si vous êtes atteinte d'endométriose, le risque que votre sœur ou vos parents proches de sexe féminin l'aient également est plus élevé que pour la moyenne de la population. Et nous parlons, même si c'est dur à estimer, d'une augmentation du risque par un facteur de 5 à 7. Ainsi, une fille dont la mère est atteinte d'endométriose aurait entre 50 à 70% de risque de développer la maladie au lieu des 10% habituels. La part de la génétique est donc indéniable. Alors, pour mieux comprendre les mécanismes génétiques de cette pathologie, le laboratoire de Krina Zondervan s'est associé à 2 autres équipes, australiennes et américaines. En réunissant 5000 patientes atteintes d'endométriose, ces équipes ont étudié l'ensemble de leurs gènes et leurs variations. Les variants génétiques sont la partie du génome qui caractérise l'individu. Ils définissent la couleur des yeux ou le caractère, par exemple. Ils sont donc à l'origine de la diversité du vivant et peuvent être aussi à l'origine de maladies. Les chercheurs d'Oxford se sont donc penchés sur ces variants pour découvrir si certains d'entre eux prédisposeraient au développement de l'endométriose. L'ensemble de ces études nous a permis d'isoler 9 variants génétiques qui augmentent le risque d'endométriose. Mais pour les femmes qui en sont porteuses, ces variants n'augmentent que de manière marginale le facteur de risque. Concrètement, si nous admettons que toute femme pourrait avoir un risque de 10% d'être atteinte d'endométriose au cours de sa vie, alors, si elle est porteuse de l'un de ces variants, elle pourrait avoir un risque de 11% au lieu de 10%. Donc ces résultats sont peu utiles pour prédire qui va développer une endométriose. Mais ils nous donnent des pistes pour élucider les processus biologiques à l'œuvre dans l'apparition de la maladie. On sait que l'endométriose est sous influence de l'œstrogène. Cette hormone sexuelle stimule la prolifération des cellules de l'endomètre pour permettre à l'utérus d'accueillir un embryon. Les chercheurs s'attendaient donc à ce que les variants génétiques découverts soient liés à la régulation hormonale. Mais les résultats de leurs travaux les ont menés sur une autre piste. Étonnamment, nos résultats les plus pertinents correspondent à ce qu'on appelle une cascade moléculaire spécifique. C'est-à-dire qu'ils sont en rapport avec le développement et la croissance cellulaire, particulièrement les cellules d'endométriose. Donc nous pensons que ces variants impliquent des modifications de l'endomètre, prédisposant ces cellules à adhérer au tissu de l'abdomen. À Paris, des chercheurs de l'Institut Cochin se sont également intéressés à l'impact de la génétique sur le développement de l'endométriose. La spécificité de notre étude par rapport à celle d'Oxford, c'est qu'on a séparé les différents sous-types de la maladie. L'endométriose, c'est une maladie qui existe sous plusieurs formes. Et donc, on a refait cette étude génétique en distinguant chaque sous-type de la maladie, endométriome, endométriose superficielle et endométriose profonde. C'est très intéressant de séparer les différentes formes de la maladie parce qu'autant on peut se rendre compte qu'il y a des variants qui sont communs et qui donc sont des gènes qui interviennent dans l'endométriose en général, autant vous avez un certain nombre de variants qui sont spécifiques d'un sous-type donné. Et c'est finalement aussi ce qui nous intéresse en pratique clinique, parce qu'on cherche à dépister de façon plus précoce les patientes qui ont les formes les plus sévères de la maladie. En particulier, les patientes qui ont une endométriose profonde avec une atteinte digestive. Et c'est ce qu'on a trouvé
Il y a un certain nombre de variants génétiques qui sont très spécifiques des formes digestives de la maladie. Donc le variant génétique qu'on a retrouvé associé à l'endométriose digestive concerne un gène qui est impliqué dans le métabolisme des œstrogènes. Donc ça valide aussi notre démarche puisqu'on sait que les œstrogènes sont impliqués dans le développement de la maladie. Donc les patientes qui possèdent ce variant génétique ont un risque 2 à 3 fois plus élevé de développer une endométriose profonde, avec en particulier une atteinte digestive. Plusieurs gènes sont donc impliqués dans la maladie. Certains sont en rapport avec l'œstrogène, d'autres avec le développement de l'endomètre. Ces résultats sont un premier pas vers une meilleure connaissance de la fonction des gènes dans le mécanisme de formation des cellules d'endométriose. Mais un autre domaine de recherche est récemment rentré en jeu, l'épigénétique, ou comment nos gènes peuvent être influencés par la globalité de notre environnement. L'épigénétique est l'interface entre les gènes et l'environnement. On pourrait traduire ce concept par comment l'environnement peut moduler l'effet de la génétique. Grâce à des études sur les jumeaux, on sait qu'environ 50% des risques de développer une endométriose sont dus à des facteurs génétiques. Les 50% restants sont dus à des facteurs environnementaux. Quelques études pionnières en épigénétique ont déjà été menées en ciblant les chromosomes à l'origine de l'endométriose. Les études réalisées jusqu'ici sur l'endométriose sont en rapport avec la méthylation de l'ADN, qui est un mécanisme épigénétique. Mais nous sommes vraiment au tout début de ce type de recherche. Mais qu'est-ce que la méthylation de l'ADN ? Au cœur de chacune de nos cellules, un noyau contient notre patrimoine génétique, l'ADN. Certains gènes de notre ADN sont inactifs, d'autres sont actifs, on dit qu'ils s'expriment. La méthylation de l'ADN peut modifier l'expression de ces gènes. La méthylation, ce sont des petits éléments chimiques qui viennent s'accrocher sur les gènes et permettent en quelque sorte de les éteindre ou de les suractiver. Ces éléments chimiques sont présents chez tout le monde, mais varient en fonction de notre environnement et de notre propre histoire. Par exemple, si de vrais jumeaux évoluent dans des milieux différents, leurs gènes seront méthylés de manière différente et ne s'exprimeront peut-être pas tout à fait de la même façon. Dans le cas de l'endométriose, observer la méthylation de l'ADN pourrait permettre de déceler des anomalies épigénétiques prédisposant au développement de la maladie. Dans le domaine de l'épigénétique, l'équipe de l'Institut Cochin a fait une découverte significative en dirigeant ses recherches sur les kystes ovariens appelés aussi endométriomes. En fait, on a décidé de se focaliser sur l'endométriome parce que c'est, à notre sens, la forme la plus pure d'endométriose. C'est-à-dire qu'on voit souvent des femmes qui n'ont qu'un kyste endométriosique et pas les autres formes de la maladie. Donc, dans notre étude globale de la méthylation, on a observé un fait marquant, original, à savoir une hyperméthylation de l'extrémité des chromosomes. C'est-à-dire qu'il y a une concentration anormale de régions méthylées aux extrémités des chromosomes. Or, on sait qu'il existe un variant génétique qui prédispose à faire des méthylations de l'extrémité des chromosomes. Donc on s'est intéressé à ce variant et on a regardé si les patientes qui possédaient ce variant pouvaient avoir un risque plus élevé que les autres de développer une endométriose. Et effectivement, elles ont 7 fois plus de risques d'avoir un kyste ovarien endométriosique. Le fantasme qu'on peut avoir vis-à-vis de ces études génétiques, c'est de trouver un marqueur diagnostique précoce de la maladie. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qui est faisable. On n'a pas encore assez de données, on n'a pas encore de facteurs de risque suffisamment élevés pour pouvoir parler à proprement dit de marqueurs diagnostiques. Je crois que ces études génétiques, elles ont
le principal intérêt de focaliser notre attention sur des gènes particuliers qui vont nous aider à mieux comprendre le développement de la maladie et développer de nouvelles thérapeutiques dont on a cruellement besoin dans cette maladie. La recherche progresse, mais elle manque de fonds. En attendant, les femmes les plus engagées continuent à faire connaître la maladie et à créer des événements médiatiques. Ce soir, la chanteuse Imani donne un concert au profit d'Endomind. Cette association a pour but de soutenir toutes les initiatives en faveur de l'endométriose. Bonsoir. Alors nous sommes Nathalie et Barbara, les fondatrices de l'association Endomind, dont Imani est l'ambassadrice. Merci. Je me suis aperçue que depuis que je travaille auprès de cette association et que j'ai témoigné sur cette maladie, il y a de plus en plus de femmes qui me contactent, des femmes que je connaissais, des femmes que je ne connais pas, et qui me racontent leur quotidien avec la maladie, avec la douleur, parce que c'est quand même une maladie sur laquelle on se construit à partir du moment où on est une jeune femme jusqu'à la ménopause. Et donc on se construit avec cette douleur, on construit nos rapports aux autres avec cette douleur. Et le pire dans tout ça, c'est de se dire qu'on se sent seul. Moi, je croyais que j'étais toute seule. Et finalement, il y avait 4 millions de filles de la même équipe qui souffraient chacune dans leur coin. Mais grâce à vous ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup. Hey, little sister, won't you come and sit down? I feel like talking, can you please spare me some time? Hey, little sister, I know I'm not always around, so let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Hey, little sister. L'association Endomind ne se contente pas de récolter des fonds, elle agit sur le terrain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, une délégation se rend à Auxerre, à la rencontre de lycéens. Investis dans leur démarche, le docteur Zakharopoulou les accompagne. Je suis d'origine grecque et je travaille à l'hôpital Tenon à Paris, qui est un centre de référence pour cette maladie. Parce que ça peut être normal d'y avoir des douleurs, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Mais n'hésitez pas à parler. Aujourd'hui, on hésite à parler des choses intimes, mais il ne faut pas hésiter. Il faut avoir beaucoup de courage pour parler d'un sujet qui est encore tabou aujourd'hui, celui des règles. En faisant un exposé complet de la maladie, de ses symptômes à ses traitements, le docteur Zakharopoulou et les membres d'Endomind informent, mais aussi rassurent. Car les lycéennes s'interrogent, notamment sur le désir de maternité des femmes atteintes d'endométriose. Dans ce domaine, la recherche avance et des pistes prometteuses se développent. Au CHU de Rouen, le professeur Horace Roman utilise depuis 2009 une technique innovante, l'énergie plasma. L'un des buts de l'intervention de ce jour, retirer des kystes présents sur chaque ovaire. C'est bon? Mais quoi? Ouais. Tiens, passe de l'autre côté déjà. L'énergie plasma permet de ne détruire qu'une fine couche de tissu malade, sans affecter le tissu sain sous-jacent. De plus, sa diffusion très ciblée de chaleur évite d'abîmer les tissus alentours. C'est ce qui la différencie des techniques chirurgicales habituelles, où le retrait des kystes entraîne avec lui un fragment de l'ovaire, diminuant ainsi la fertilité de la patiente. L'ablation des kystes d'endométriose des ovaires à l'aide de l'énergie plasma est, selon moi, intéressante aussi bien pour les patientes qui tentent une grossesse spontanée après la chirurgie que pour celles qui sont formellement adressées en fécondation in vitro. À partir de notre expérience sur environ 200 patientes opérées pour une endométriose des ovaires, mais aussi des lésions d'endométriose profonde associées, nous avons observé que parmi les patientes qui souhaitent une grossesse après l'intervention chirurgicale, 2 femmes sur 3 sont enceintes. Et encore plus intéressant, parmi les patientes qui sont enceintes,
2 femmes sur 3 le sont spontanément, c'est-à-dire sans recourir à une technique de fécondation in vitro. Dans mon activité de tous les jours, l'utilisation de l'énergie plasma m'a permis de pousser plus loin les frontières de la chirurgie conservatrice. Ça m'a permis notamment de traiter l'endométriose, des formes sévères d'endométriose, sans enlever des organes, et notamment en préservant des organes dont la chirurgie radicale pourrait exposer à des séquelles fonctionnelles qui peuvent durer pour certaines patientes pour toute leur vie. L'innovation en termes de chirurgie permet donc d'éviter des opérations mutilantes sur des femmes déjà en souffrance. Mais l'idéal serait évidemment de ne plus avoir à subir de chirurgie. Alors qu'en est-il en termes de recherche sur les traitements médicamenteux ? Rappelons qu'actuellement, les traitements proposés stoppent les cycles menstruels pour soulager les douleurs. En d'autres termes, pour supprimer les règles, on bloque la production d'œstrogène, cette hormone qui favorise le développement de l'endomètre et par là même l'inflammation des lésions. Malheureusement, ce sont ces mêmes œstrogènes qui sont nécessaires à la fertilité de la femme. Des chercheurs américains se sont intéressés à la question et ont récemment découvert 2 molécules qui pourraient révolutionner le traitement de l'endométriose. Jusqu'à présent, les traitements utilisés suppriment l'œstrogène partout dans le corps. Les 2 molécules que nous avons étudiées ont été mises au point par un de mes collègues chimistes, le Dr John Katzenelnbogen. Lui et sa femme les ont étudiées pendant des années dans d'autres domaines. L'intérêt de ces 2 nouvelles molécules est de bloquer l'action des œstrogènes sur les tissus malades ciblés, tout en préservant la production d'œstrogènes nécessaire aux tissus sains. Ainsi, on peut viser les tissus malades dont on veut se débarrasser en bloquant l'action des œstrogènes uniquement dans les cellules de ces tissus. Des souris ont donc servi de cobayes pour tester les molécules. Quand nous avons donné ces molécules aux souris qui présentaient des lésions d'endométriose, la taille de ces lésions a diminué. Ces lésions sont devenues moins inflammatoires. Le nombre de nerfs et de vaisseaux sanguins présents à l'intérieur a diminué. Donc, ces lésions ont régressé. En même temps, le cycle ovulatoire de la souris a été préservé. Après 6 semaines de traitement à base de ces 2 molécules, les souris ont pu se reproduire et donner naissance à des souriceaux de taille normale. L'étape suivante a consisté à cultiver in vitro des cellules d'endométriose humaines, sur lesquelles nous avons observé les effets des 2 molécules. Et elles montrent aussi les mêmes caractéristiques. Les 2 molécules inhibent la prolifération des cellules in vitro, donc elles ne se développent pas aussi vite qu'elles devraient, et même leur développement est atténué. Elles n'expriment pas les marqueurs inflammatoires que nous observons aussi bien en laboratoire que chez les femmes. À la vitesse à laquelle nous progressons, je suppose qu'il nous faudra une période de 3 à 5 ans pour être prêts à tester sur des femmes le composé le plus efficace et le plus sûr que nous aurons identifié. Ainsi, nous pourrons commencer à voir s'il y a un véritable bénéfice pour les femmes malades et qui ressentent des douleurs. Et c'est vraiment notre objectif, essayer de soulager la douleur et protéger la fertilité des femmes atteintes d'endométriose. Si la recherche n'en est qu'à ses balbutiements, les pistes sont très encourageantes et changeront peut-être la vie des prochaines générations de femmes atteintes d'endométriose. Quand j'ai découvert ma maladie, il y a 10 ans, je n'imaginais pas que la mobilisation de médecins, de scientifiques, d'hommes et de femmes allait faire naître un tel élan. Un élan qui donne enfin à la France la possibilité de rattraper son retard en termes de sensibilisation et de prise en charge de l'endométriose. Cette maladie va-t-elle enfin devenir une vraie question de santé publique ? C'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour le vernissage de cette exposition sur l'endométriose.
Elle est importante parce qu'elle met un nom sur ce qui est ignoré, elle rend visible ce qui est nié. Et cette exposition permet aux femmes souffrant d'endométriose d'être moins seules et d'être reconnues. C'est pourquoi le secrétariat d'État aux droits des femmes s'associera aux actions de sensibilisation et d'information permettant de lutter contre la méconnaissance qui règne autour de l'endométriose. Notre souhait plus profond, c'est de lancer une campagne nationale en mars 2016, le mois jaune, le mois d'endométriose, pour que l'endométriose sorte définitivement de l'ombre. Je suis sûre qu'ensemble, on va réussir. Merci.